Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, chaque choix qui vous semble authentiquement vôtre, soit en réalité déterminé par des mécanismes invisibles. Votre café du matin, votre métier, la personne que vous aimez, tout cela serait-il simplement l'aboutissement de processus biologiques et physiques sur lesquels vous n'avez aucun contrôle réel? Cette question vertigineuse traverse l'humanité depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, les neurosciences et la physique quantique apportent des réponses qui bouleversent nos certitudes les plus profondes. Le libre arbitre, cette conviction intime que nous sommes les auteurs de nos actes, pourrait n'être qu'une construction de notre cerveau. Une histoire que nous nous racontons pour donner du sens à notre existence. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et si vous croyez vraiment contrôler vos choix. L'expérience qui a tout changé s'est déroulée en 1983 dans un laboratoire californien banal. Benjamin Libet, neurophysiologiste à l'Université de San Francisco, avait conçu un protocole d'une simplicité déconcertante. Des volontaires étaient installés face à une horloge spéciale dont l'aiguille tournait rapidement. Leur tâche semblait enfantine, plier le poignet au moment de leur choix et noter la position de l'aiguille au moment précis où ils décidaient de bouger. Pendant ce temps, des électrodes fixées sur leur crâne enregistraient l'activité électrique de leur cerveau. Personne dans cette pièce, pas même Libet lui-même, ne mesurait l'ampleur du séisme philosophique qui s'apprêtait à ébranler des siècles de pensée occidentale. Les résultats tombèrent comme un coup près. Le cerveau des participants montrait une activité préparatoire, appelée potentiel de préparation, environ 350 millisecondes avant que les sujets ne déclarent avoir consciemment décidé de bouger. Plus troublant encore, cette activité cérébrale apparaissait jusqu'à 500 millisecondes avant le mouvement lui-même. Le cerveau se préparait donc à agir avant que la conscience ne perçoive l'intention d'agir. Cette fraction de seconde bouleversait tout. Comment pouvions-nous prétendre décider librement si notre cerveau avait déjà amorcé l'action avant que nous en soyons conscients? La décision semblait émerger des profondeurs inconscientes de notre système nerveux et notre sentiment de choisir n'était qu'un spectateur tardif du processus. Les critiques fusèrent immédiatement. Certains philosophes arguaient que plier un poignet constituait un acte trop trivial pour tester quelque chose d'aussi fondamental que le libre arbitre. D'autres neuroscientifiques remettaient en question la précision des mesures temporelles, soulignant les biais inhérents à l'estimation subjective du moment d'une décision. Pourtant, des décennies de recherches ultérieures confirmèrent et affinèrent ces découvertes. En 2008, John Dylan Haynes, chercheur à l'Institut Max Planck de Berlin, utilisa l'imagerie cérébrale fonctionnelle pour prédire les décisions des participants jusqu'à 10 secondes avant qu'ils n'en prennent conscience. 10 secondes pendant lesquelles le cerveau orchestrait déjà le choix à venir, invisible à la conscience qui se croyait aux commandes. Cette réalité neurologique s'inscrit dans un déterminisme plus vaste encore. Chaque pensée qui traverse votre esprit résulte de l'activité de 100 milliards de neurones interconnectés par des centaines de milliers de milliards de synapses. Cette machinerie biologique obéit aux lois de la chimie et de la physique. Quand un neurone se dépolarise et déclenche un potentiel d'action, il le fait selon des règles électrochimiques immuables. La dopamine libérée dans votre circuit de récompense quand vous mangez du chocolat suit des mécanismes moléculaires précis. Vos préférences, vos peurs, vos désirs émergent de configurations neuronales façonnées par votre génétique et votre environnement. Où se niche alors la liberté dans cet univers de causes et d'effets? La génétique révèle une première couche de déterminisme. Vous n'avez pas choisi vos gènes, c'est 3 milliards de paires de bases qui codent votre biologie. Pourtant, ils influencent profondément votre personnalité. Les études sur les jumeaux séparés à la naissance montrent des concordances troublantes. Des frères qui n'ont jamais vécu ensemble présentent souvent des traits de caractère similaires, des goûts comparables, parfois même des professions proches. Le gène DRD4, impliqué dans le système dopaminergique, corrèle avec la recherche de sensations fortes. Les variations du gène MAOA, surnommé le gène guerrier, semblent associées à des comportements agressifs, surtout lorsqu'elles se combinent à un environnement difficile. Bien sûr, rien n'est absolu. Les gènes ne dictent pas le destin avec certitude, mais ils créent des prédispositions, des pentes naturelles que votre biologie emprunte plus facilement.
L'environnement tisse la deuxième couche du déterminisme. Depuis votre premier souffle, le monde sculpte votre cerveau. Un enfant négligé développera un cortex préfrontal sous-développé, région cruciale pour la régulation émotionnelle et la prise de décision. Un traumatisme grave peut recabler les circuits de la peur dans l'amygdale pour des décennies. La culture dans laquelle vous grandissez imprègne vos valeurs morales, vos croyances, même la façon dont vous percevez la réalité. Un Japonais et un Américain ne voient littéralement pas la même chose face à une scène identique. Les études d'eye tracking montrent que le premier concentre son regard sur le contexte global, tandis que le second se focalise sur les objets individuels. Ces différences ne sont pas des choix, mais des empreintes culturelles gravées dans les circuits neuronaux dès l'enfance. La physique quantique ajoute une dimension vertigineuse au débat. Selon l'interprétation dominante de Copenhague, les particules subatomiques existent dans une superposition d'états jusqu'à ce qu'une mesure les force à se déterminer. Cette indétermination fondamentale pourrait-elle offrir un refuge au libre arbitre? Certains physiciens et philosophes l'ont espéré. Roger Penrose a proposé que la conscience émergerait de phénomènes quantiques dans les microtubules des neurones, introduisant une forme de non-déterminisme dans nos décisions. Hélas, cette hypothèse reste hautement spéculative et marginale dans la communauté scientifique. Même si le hasard quantique influençait nos neurones, le hasard n'est pas la liberté. Une décision imprévisible n'est pas une décision libre. Choisir au hasard ne vous rend pas plus maître de vos actes qu'être déterminé par votre passé. Les implications philosophiques ébranlent nos fondations morales. Si nous ne contrôlons pas vraiment nos actions, comment justifier la punition des criminels? La notion même de responsabilité personnelle s'effondre. Un meurtrier violent a peut-être hérité de variants génétiques prédisposant à l'agressivité, grandi dans un environnement traumatisant, développé des anomalies dans son cortex préfrontal ventromédian. Devant un tribunal, son avocat pourrait présenter des scans cérébraux montrant ses dysfonctionnements biologiques. Cet homme était-il vraiment libre de ne pas tuer? Le système judiciaire repose sur l'idée que les individus peuvent et doivent être tenus responsables de leurs actes. Sans libre arbitre, tout l'édifice pénal vacille. Certains philosophes proposent des compromis ingénieux. La flichimologie affirme que libre arbitre et déterminisme peuvent coexister. Selon cette vision, nous sommes libres dès lors que nous agissons selon nos propres désirs et motivations, même si ces désirs eux-mêmes sont déterminés. Vous choisissez librement le chocolat plutôt que la vanille si personne ne vous force, même si votre préférence résulte de facteurs hors de votre contrôle. Cette liberté redéfinie suffirait à préserver la responsabilité morale. Un criminel peut être puni non pas parce qu'il aurait absolument pu agir autrement, mais parce que la punition façonne les comportements futurs, le sien et celui d'autres. La justice devient un outil de régulation sociale plutôt qu'une rétribution morale. D'autres penseurs rejettent catégoriquement cette conciliation. Le philosophe Sam Harris soutient que le libre arbitre est une illusion totale et qu'accepter cette vérité transformerait radicalement notre société. Sans la croyance au libre arbitre, nous traiterions les criminels comme des malades mentaux nécessitant une réhabilitation plutôt qu'une punition vengative. Nous serions plus compatissants envers les échecs d'autrui, reconnaissant que leur faiblesse découle de circonstances indépendantes de leur volonté. Paradoxalement, renoncer à l'illusion du contrôle absolu nous rendrait plus humains, plus empathiques. Nous cesserions de mépriser les pauvres pour leur paresse, de glorifier les riches pour leur mérite. Chacun serait vu comme le produit de force le dépassant. Pourtant, vivre sans croire au libre arbitre s'avère psychologiquement difficile. Des études montrent que les personnes exposées à des arguments contre le libre arbitre trichent davantage dans les expériences suivantes. Affaiblir la croyance en notre autonomie semble réduire notre sens des responsabilités. D'autres recherches révèlent que cette croyance corrèle avec la motivation, la performance et le bien-être. Nous avons peut-être évolué pour nous percevoir comme libres parce que cette illusion nous rend plus efficaces. Un organisme convaincu de contrôler son destin planifie l'avenir, persévère face aux obstacles, s'efforce d'améliorer sa condition. Cette fiction utile aurait été sélectionnée par l'évolution pour ses avantages adaptatifs, même si elle masque la réalité déterministe sous-jacente. Le neuroscientifique Michael Gazzinaga propose une perspective fascinante. Le cerveau gauche, siège de langage, fonctionne comme un interprète qui fabrique constamment des récits cohérents pour expliquer nos actions.
Ces expériences sur des patients au cerveau divisé le démontrent spectaculairement. Quand l'hémisphère droit, muet, reçoit une instruction et agit en conséquence, l'hémisphère gauche, ignorant de cette instruction, invente une explication plausible. Interrogé sur pourquoi il vient de se lever, le patient répond qu'il voulait boire de l'eau, alors que son hémisphère droit a simplement obéi à l'ordre du rechercheur. Nous serions tous ainsi, créant rétrospectivement des justifications rationnelles pour des décisions prises par des processus inconscients. Le libre arbitre serait l'histoire que notre cerveau nous raconte pour donner une cohérence narrative à notre existence. Cette architecture neurologique explique aussi pourquoi le sentiment de liberté persiste malgré les preuves scientifiques. Même en connaissant les expériences de Libet, vous continuez à éprouver votre agentivité, cette sensation viscérale d'être l'auteur de vos actes. Cette perception n'est pas une erreur cognitive triviale, mais une caractéristique fondamentale